plus confiance. De par cette vision des choses, le professeur s'inscrit à la fois dans une sorte d'existentialisme inspiré de ça, d'africanisme suivant l'itinéraire towayien. L'Africain doit pouvoir compter sur ses propres potentialités et faire valoir sa culture. Cela peut donc nous faire dire que le professeur Monod milite pour une sorte d'existentialisme africain, où l'on doit se reculturer et se ressouvenir de l'importance de nos valeurs afin de les mettre en piédestal. Également, celui-ci veut faire ressurgir la solidarité qui a toujours caractérisé les Africains et provoqué la suppression du clanisme, du tribalisme, du népotisme, puisqu'il dira il n'y a que deux tribus dans ce pays, la tribu de ceux qui possèdent tout et la tribu de ceux qui ne possèdent rien. C'est pour cela que celui-ci s'inspire en faux contre la suprématie ecclésiastique et la prise de force de la proctophilie. La question de la gouvernance. Le secteur de la gouvernance est un milieu où le faux et la démagogie sont en train de prendre l'ampleur et tendent à être banalisés et normalisés. C'est précisément dans ce secteur que la citation du professeur Hubert sur la normalisation de l'écart et l'écartement de la norme prend mieux son sens. Vu qu'en politique, c'est le domaine où seule la rhétorique prime. Il faut donc juste amadouer oralement le flux d'esprit, crédule possible. Cela fait donc en sorte que des phénomènes tels la proctophilie prennent du tonus par proctophilie sous la plume de l'auteur de corruption et gouvernance. Nous devons comprendre le fait de prendre la zone rectale du corps humain comme une source de plaisir aphrodisiaque. Cela revient donc en quelque sorte à sodomiser son semblable ou à subir une telle pratique dans un dessein qui peut être la quête d'ascension sociale, d'obtention de nouveaux postes ou même de satisfaction déviante de la libido. Cette pratique, nous dit Lucien Alissi, relève des patrons de clubs et de certains dirigeants qui tendent à la vulgariser. Cela fait donc en sorte que la normale devienne normale. C'est ainsi qu'il dira en parlant du professeur Monodana, la critique qu'il mobilise contre les maîtres des officines de la promotion de sodomie cible précisément ce dont l'axiologie aussi, dans l'intervalle dont les bornes sont l'être et le non-être. Cela montre donc que la prise de masse de ces phénomènes en Afrique et au Cameroun en particulier sont légalisés malheureusement. Outre cette pratique, la montée en force de l'obscurantisme, c'est-à-dire des loges et des sectes pernicieuses se faisant passer pour des écoles de philosophie religieuse, induisant bon nombre de personnes, et surtout les jeunes aussi, dans l'erreur que dans l'erreur. Puisqu'au final, rien ne change en tant que tel. Le professeur Monod, à travers ses écrits, cherche à mettre fin à ces calomnies qui sont inhumaines et avilissantes. Il nous fait donc dire que, le professeur nous fait donc dire qu'une résurgence de la bioéthique kantienne, afin de faire revivre la morale et ne plus céder au suicide partiel, consiste à sanctifier une part et ce qui est condamnable.
Également, la main du professeur. Le père me signale qu'il est là, il y a encore des choses. Je devais parler de la question de l'épistémétique. Et enfin, arrivé à la conclusion, je fais ce que le père demande. Eh bien, je m'arrête là, peut-être avec sa permission, une petite minute. On fait une petite minute, puisque je suis arrivé à la fin. Pour ce qui est la question de l'épistémétique, à travers l'épistémétique, le professeur dépeint, voilà la solution à tous les maux qui gangrènent l'Afrique et le Cameroun en particulier. En gros, l'épistémétique se veut être un moyen de délivrance par le savoir. C'est dans cette mouvance que, pour la définir, le professeur ici dira d'elle. Il s'agit d'une éthique de la valorisation du savoir. En d'autres termes, ici, il s'agit d'une méthode de vulgarisation du savoir en ce que tout individu doit être prouvé. L'objectif ici est de maximiser sur une meilleure qualité de l'évolution et de l'enseignement dans nos institutions. Je parlerai pour ce qui est la conclusion rapidement. C'est là que je donne un peu le plan. Parvenu au terme de cette méditation, donc, il a été question pour nous de parler de la place et de l'esthétique et de l'éthique dans la philosophie de Mulunzana, mais surtout de ressortir la chance et l'importance de sa pensée pour l'Afrique. Nous avons scindé ce travail en 3 parties afin de mieux le concasser et l'autopsier sur toutes les parties possibles. C'est ainsi que nous avons débuté par clarifier, n'est-ce pas, les concepts d'éthique et d'esthétique, en les abordant principalement de par leur étymologie, puis avons ressorti la perspective de Mulunzana Adel. Ensuite, nous avons montré en quoi ces termes s'enchevêtrent en partant de la norme au beau, puis du beau à la norme, et enfin en allant vers une esthétisation de la norme. Et pour terminer, nous avons montré la nécessité de sa pensée pour l'Afrique. C'est comme cela donc que nous avons commencé par parler de la question du développement en Afrique, de la gouvernance et de l'épistémétique. En définitive, donc, nous avons vu que le professeur Monod a principalement cherché par sa plume à sauver l'Afrique de la perdition dans laquelle elle s'engouffre au fur et à mesure. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Merci beaucoup, docteur. Merci, docteur Alphonse Valère Essono. Je crois que votre conclusion dit tout ce que vous nous avez présenté. Compte tenu du temps, je vais brièvement redire en 2-3 mots ce que vous avez présenté. Donc, premièrement, vous êtes parti d'une brève présentation de Mulunzana. Donc, j'allais dire une présentation sur sa vie et sur ses écrits. Les écrits, d'abord ceux, mais aussi en collaboration avec d'autres, comme Toumouélé, Mouchine, ainsi de suite. Ensuite, vous allez définir les concepts clés de votre exposé, l'éthique et l'esthétique. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et après dans ces définitions, vous êtes entré directement dans le vif du sujet en montrant que chez Mulunzana, il devrait avoir existé un lien ontologique entre l'esthétique, n'est-ce pas, et l'éthique. Ce sont des éléments qui doivent régir la vie et toute vie en société. Il doit exister une certaine symbiose entre ces deux concepts. Et puis, vous avez parlé de la norme au beau et du beau à la norme. Ensuite, de l'esthétisation, c'est pas de la norme, et de la nécessité du rapport éthique et esthétique. Et enfin,
vous avez parlé de l'épistémique, n'est-ce pas, chez Hubert Mono Diana. Et il faut retenir que Mono Diana, d'après ce que vous avez dit, défend cette délivrance par le savoir, l'éthique de la valorisation du savoir et l'éthique, n'est-ce pas, de la vulgarisation du savoir. Et vous avez insisté sur le plan de la gouvernance, comme quoi nous devons éviter la politique du jardinier pour une politique qui devrait aider toute la société et toute la communauté. Une fois de plus, merci beaucoup, docteur Alphonse Valère Essoro, pour votre présentation. On peut encore applaudir pour vous. Alors, je passe au deuxième intervenant, à la personne du docteur Akandana Joseph Désiré. Il est de la congrégation Verbum Dei. Ils habitent ici à Colbison. Il est enseignant dans cet institut. Et ses travaux tournent autour de Jean-Louis Marion. Il a soutenu une thèse dernièrement sur Jean-Louis Marion, mais je ne pense pas qu'il va nous parler de Jean-Louis Marion aujourd'hui. Puisque son thème, n'est-ce pas, s'intitule comme suit: Possible origine africaine de la métaphysique. Jean-Louis Marion aussi est physicien, n'est-ce pas? Une étude comparative entre la philosophie d'autrefois de Mono Diana et la pensée de Cheikh Anta Diop. Docteur, vous avez la parole, s'il vous plaît, respectez les 15 minutes. Merci beaucoup, Père modérateur. La structure de mon thème est simple. Une introduction, 4 points et une conclusion. Introduction. La métaphysique est une branche de la philosophie qui étudie la nature fondamentale de la réalité de l'existence de l'univers. Elle cherche à répondre à des questions telles que: qu'est-ce que l'être? Qu'est-ce que la réalité? Quelle est la nature de l'univers? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Etc. En plus, la métaphysique explore des concepts clés tels que l'ontologie, la cosmologie, la théologie, etc. La métaphysique peut être divisée en différentes sous-disciplines telles que la métaphysique générale, la métaphysique spéciale, la métaphysique appliquée, la métaphysique engagée, etc. Et il y a beaucoup de philosophes qui parlent de la métaphysique depuis l'époque présocratique jusqu'à l'époque contemporaine. Alors, en m'appuyant sur les idées de Mono Diana et Cheikh Anta Diop, je voudrais montrer dans cet exposé que cette grande philosophie, qui a été considérée aussi comme la mère des sciences, ou la philosophie tout court selon Heidegger, est née en Afrique et plus précisément en Égypte. Comment je procède? Je suis tout simplement le petit plan que nous présente Hubert Mono Diana dans sa philosophie d'autrefois, contenue dans cet ouvrage L'histoire de la philosophie africaine. Dans cet ouvrage, Mono Diana structure la philosophie africaine en 5 étapes. L'autrefois, qui correspond à l'Antiquité, l'avant-hier, qui peut se situer au 1er siècle de l'ère historique et quelque peu jusqu'au Moyen-Âge, le hier, qu'on peut mettre au niveau de la philosophie moderne, puis finalement l'aujourd'hui, qui débouchera sur la philosophie africaine contemporaine. C'est donc dans l'autrefois philosophique où Mono Diana présente quelques éléments de la métaphysique égyptienne. Certes, l'objectif ici n'est pas de donner un exposé systématique et exhaustif de la philosophie égyptienne, tâche honnêtement irréalisable, surtout que je ne suis pas égyptologue.
Il s'agit tout simplement d'énumérer quelques jalons qui donneront lieu plus tard aux élaborations métaphysiques des penseurs grecs. Nous présentons juste 4 jalons, à savoir le culte solaire, l'immortalité, la marque et l'être élodéen, qui sont aussi des éléments que Tchekanta Diop aborde dans ses études sur la cosmogonie égyptienne. La cosmogonie égyptienne est donc importante pour comprendre la vision du monde et la spiritualité des anciens égyptiens. Le culte solaire, premier point. Selon Mononjana, le soleil comme divinité a inspiré en Égypte bon nombre d'attitudes religieuses. Dès l'époque ancienne, le dieu solaire avait absorbé diverses divinités telles que Atum, Horus et le Scarabée. À la 9e dynastie, le phénomène se généralise. De nombreuses divinités sont fondues avec le soleil et donnent ainsi naissance aux figures solarisées, Shunré, Minré, Amonré, etc. Selon Tchekanta Diop, le système héliopolitain est une cosmogonie égyptienne antique centrée sur la ville d'Héliopolis. Ce système met en avant le dieu soleil Ré ou Atum comme créateur du monde. Les principaux éléments du système héliopolitain incluent Ré, dieu soleil, la création, l'Énéade d'Héliopolis. Dieu souligne l'importance du système héliopolitain dans la pensée égyptienne antique, montrant comment les Égyptiens concevaient la création du monde et le rôle du soleil dans la vie et la société. Deuxième point, l'immortalité. L'un des traits caractéristiques de la métaphysique égyptienne, nous dit Mononjana, est en effet la croyance à la survie de l'âme après la mort. C'est l'affirmation du principe spirituel distinct par conséquent du principe corporel matérialisé par le corps momifié qui demeure. Tout l'espoir que ce sont les Égyptiens qui furent les premiers à concevoir l'idée de la survie après la mort. Mononjana cite Hegel en disant que l'on pourrait soupçonner de complaisance à l'égard, on pourrait le soupçonner de complaisance à l'égard des Égyptiens. D'abord, dans ses commentaires sur l'art égyptien, où il apparaît que le fait d'avoir élevé des monuments, les pyramides, pour conserver le corps des morts, témoigne de la croyance en quelque chose au-delà du corps. L'art égyptien est donc ici le premier à laisser percer la réalité de l'esprit, quoique confusément à travers des formes matérielles. On peut considérer le sphinx comme un symbole de l'esprit égyptien, dit-il. La tête humaine qui se dégage du corps de la bête représente l'esprit commençant à s'élever hors de l'élément naturel, à s'arracher à lui, à regarder autour de soi plus librement, sans toutefois se libérer entièrement de ses entrailles. Tchekanta Diop, quand lui a aussi étudié la notion d'immortalité de l'âme dans la pensée égyptienne antique, et dit que son influence, et parle de son influence sur la philosophie occidentale. Selon Diop, la croyance en l'immortalité de l'âme est une caractéristique fondamentale de la pensée égyptienne, où l'âme, appelée Ka ou Ba ou A, est considérée comme une entité distincte du corps.
Diop souligne que cette notion a eu un impact significatif sur la philosophie occidentale, notamment sur Platon, qui a intégré l'idée d'immortalité de l'âme dans sa philosophie. Pour Diop, la notion d'immortalité de l'âme dans la pensée égyptienne est liée premièrement à la survie après la mort, est liée également à la résurrection et par ailleurs, Cheikh Anta Diop dit que la momification et les rituels funéraires dans la culture égyptienne antique sont des aspects fondamentaux de leur croyance en la vie après la mort. Les Égyptiens croyaient que la préservation du corps était essentielle pour assurer la survie de l'âme dans l'au-delà. Diop souligne que les rituels funéraires égyptiens, tels que la momification, les offrandes funéraires, les prières et incantations, reflètent la croyance égyptienne en la continuité de la vie après la mort et l'importance de la préparation pour l'au-delà. Le troisième point, c'est la Mahat. La Mahat constitue l'épicentre, nous dit Monon Jana. La Mahat, ou l'ordre juste du monde, est un effet au cœur de la compréhension de la civilisation égyptienne tout entière. En même temps qu'elle constitue le fondement de la longévité. Elle se confond avec l'éthique, avec l'ordre universel au sens cosmique et au sens sociopolitique, puis avec l'intégration sociale basée sur la communication et la confiance. Diop va aussi dans le même sens quand il aborde la Mahat. Il aborde à trois niveaux: l'ordre cosmique, la justice et la vérité. Mahat est une entité symbolisant la norme universelle, l'équilibre établi par le Créateur, la justice qui permet d'agir selon le droit, l'ordre qui fait conformer les actes de chacun aux lois, la vérité, la doctrine et la confiance. Enfin, nous avons l'être et le néant. Pour parler de ce thème, nous devons d'abord nous situer dans la grande cosmogonie que nous présente notre auteur, Cheikh Anta Diop. Et je me suis rendu compte que Monon Jana et lui partagent presque les mêmes idées, parce que selon Cheikh Anta Diop, il existe le système hermopolitain centré sur la ville d'Hermopolis. Ce système met en avant les 8 dieux primordiaux. Et ces dieux sont Nun, Nonet, He, Hehet, Hekek, Keket, Amon, Amonet. Ces 8 dieux primordiaux sont censés avoir créé le monde et les conditions nécessaires pour la création du soleil et de la vie. Le système hermopolitain met en avant la complexité et la multiplicité des forces cosmiques. Après, nous avons le système héliopolitain, nous l'avons déjà abordé en parlant du soleil. Le troisième système, c'est le système memphite, originaire de Memphis. Ce système met en avant le dieu Ta comme créateur du monde par la parole et la pensée. Enfin, le système thébain, centré sur Thébès. Ce système se centre sur le dieu Amon, souvent associé à Ré, et sur la théologie royale. Les principaux éléments du système thébain incluent le dieu Amon, le dieu Amon-Ré, la théologie royale. Et après avoir rappelé l'existence de très grands systèmes de pensée qui existent en Égypte, Diop tente d'expliquer l'origine de l'univers à travers le système hermopolitain, le système héliopolitain, et le système memphile et le système thébain.
Cheikh Anta Diop en déduit la conclusion que ainsi l'univers n'a pas été créé ex nihilo. Conclusion générale. Conclusion. On me signale qu'il n'y a plus assez de temps. Molonjana est un égyptologue qui s'ignore. Certes, il affirme lui-même qu'il n'est pas spécialiste en égyptologie, mais en lisant ses écrits et ceux de notre frère sénégalais Cheikh Anta Diop, l'on se rend bien compte qu'effectivement la métaphysique est née en Afrique. Pour ce faire, je propose que cela puisse être enseigné dans toutes les facultés de philosophie du monde entier, au moins en enseignant l'histoire de la métaphysique ou la philosophie antique ou alors les présocratiques, qu'on puisse parler aux étudiants de l'origine africaine ou égyptienne de la métaphysique. Je conclue mon propos en soutenant avec Théophile Obenga que ce sont les Grecs eux-mêmes, de Thalès à Aristote, qui se réclament des Égyptiens pour les mathématiques, l'astronomie, la conception de l'immortalité de l'âme humaine, le droit, les institutions politiques, la médecine, la théologie, les arts plastiques, la sagesse, la philosophie, les jeux de société. Les Grecs n'ont réellement déployé tout leur génie scientifique et philosophique qu'à la suite de l'éducation de leur intelligentsia dans la vallée du Nil. Thalès, Solon, Pythagore, Xénophane, Anaxagore, Démocrite, Empédocle, Hérodote, Hippocrate, Eudoxe de Nide, Platon, Aristote, Plutarque, etc. ont été dans la vallée du Nil pour apprendre, étudier, recevoir l'initiation au mystère de l'univers. Les écoles de Saïs, Memphis, Héliopolis, Thèbes, etc., où existaient d'importants collèges de sages et de savants prêtres égyptiens, ont tour à tour accueilli ces étudiants grecs si avides et si curieux pour les choses de l'esprit. L'enthousiasme des Grecs pour les savoirs de la vallée du Nil s'était même transformé en légende nécessaire. Ceux des savants grecs qui n'étaient pas dans la vallée du Nil se croyaient obligés de s'attribuer quelques séjours studieux au pays des pharaons. C'est dire la force de l'attrait de l'Égypte pour les intellectuels grecs dès l'expansion des Hellènes en Méditerranée. Dans cette perspective, Cheikh Anta Diop cite Amélino, qui, dans son ouvrage Prolégomène à l'étude de la religion égyptienne, écrit: l'on a eu raison d'admirer le génie spectateur des philosophes grecs, mais cette admiration que les Grecs méritent sans doute, les prêtres égyptiens la méritent encore mieux. Et si nous leur rendons la paternité de ce qu'ils ont inventé, nous ne ferons qu'un acte de justice. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Joseph Désiré, pour cet exposé. Vous êtes parti de la définition même de la métaphysique, qui s'intéresse à l'être, et vous avez dégagé les différents types de métaphysique, la métaphysique générale, spéciale, appliquée et engagée. Et ensuite, vous avez posé une hypothèse qui est celle de se convaincre que la métaphysique est née en Afrique et plus particulièrement en Égypte. Et en partant de 4 points que vous relevez d'ailleurs chez Hubert Molonjana dans son ouvrage Philosophie d'autrefois, pas dans son ouvrage, dans son écrit Philosophie d'autrefois, qu'on retrouve dans l'ouvrage L'histoire de la philosophie africaine, 4 points. La métaphysique d'autrefois, la philosophie d'autrefois, qui a trait à l'Antiquité, la philosophie d'avant-hier, Moyen-Âge, hier, la philosophie moderne, et aujourd'hui, la philosophie proprement africaine contemporaine. Et dans l'autre fois, docteur Désiré
nous a présenté les jalons pour l'élaboration de cette philosophie d'autrefois que soutient Hubert Monondiana et Tchèque Atatio. Le culte solaire, l'immortalité de l'âme, la Ma'at, l'être et le lien. Et pour développer donc ces 4 points, il est parti aussi de la cosmogonie égyptienne défendue par Tchèque Atatio. En parlant justement de l'immortalité, je ne veux pas revenir à la question du culte solaire, je passe directement à l'immortalité de l'âme. Docteur Désiré nous a fait comprendre que même Platon, qui défend l'immortalité de l'âme, a puisé chez les Égyptiens, pour parler de l'immortalité de l'âme, comme quoi l'âme meurt parce que le corps meurt. Et en parlant de la Ma'at, qui est donc le symbole de l'équilibre, de l'harmonie, de la justice et de la vérité, le docteur Désiré, Joseph Désiré, nous a fait savoir que c'est aussi un élément important pour non seulement les Égyptiens, mais pour les Africains, et que les philosophes grecs sont passés aussi, puisés, n'est-ce pas, dans ce symbolisme de l'équilibre, de la justice, de la vérité et de l'harmonie. Et enfin, l'être et le néant, ce système qui met en avant la création du monde à partir des systèmes par exemple le système hermopolitain, le système d'Héliopolis, de Memphis et le système d'Éden. Pour conclure, le docteur Joseph Désiré nous a dit que l'univers n'est pas créé ex nihilo, c'est-à-dire n'est pas créé à partir de rien. L'égyptologie est défendue par Hubert Monondiana. Il est donc un égyptologue qui s'ignore et il a terminé en soulignant, n'est-ce pas, son hypothèse du départ, comme quoi tout est parti de l'Égypte antique. Merci, docteur. On peut encore applaudir pour le docteur Atamara. Nous allons maintenant passer la parole à la sœur Noa Véronique, normalement honneur aux femmes, qui va nous entretenir sur la philosophie de Monondiana ou le potentiel scientifique de l'Afrique. La sœur Noa Véronique est enseignante dans cet institut. Elle est religieuse des filles de Notre-Dame du Sénat. Elle m'a rappelé que c'est différent des sœurs de Notre-Dame du Sénat qui sont avouées. Elle est animatrice, sacrée supérieure. Donc, animatrice de sa communauté à Matombe, c'est sur la route de Douala, dans le diocèse des Écrans. Sœur Véronique, vous avez 15 minutes, je vous passe la parole. Merci de m'avoir passé la parole. Je m'excuse déjà parce que j'ai un peu mal à la tête. Il y a la peau qui dérange un peu là. Donc, de temps en temps, si je pousse dans le micro, soyez indulgents. Alors, j'espère être assez bref dans mon propos, parce que parler de la philosophie de Monondiana, c'est très vaste. Hein? C'est très vaste, mais je vais me focaliser sur un plan qui l'a accompagné, disons, dans son pèlerinage philosophique. Ceux qui l'ont connu savent qu'il s'est beaucoup apaisanti sur des problèmes éthiques et moraux, n'est-ce pas? Alors, j'ai pris comme support son ouvrage intitulé « Beauté et vertu du savoir », esquisse
d'une épistémétique. Parce que j'ai pensé que cet ouvrage parle un peu plus reflète un peu plus sa préoccupation. Alors, parce que dans cet ouvrage, il explore les grossièretés qui font l'objet du discours et la matière du comportement, tant au plan individuel qu'au sein du groupe. Parce que l'une de ses préoccupations a toujours été que si individuellement on a déjà une bonne pratique morale, cela impacte la société. Alors, il constate qu'il y a comme un besoin esthétique d'affûter la forme. C'est plus le besoin d'influencer le lecteur afin de réfléchir la courbe des inégalités meurtrières et ses atrocités qui l'emportent sur les manières. Il y a à ce niveau une exigence morale supérieure qui rencontre l'intention pédagogique de Monod, qui cite à comparaître au tribunal du bon sens tous ceux qui versent dans la légèreté. Il s'insurge contre toute forme de ségrégation et de suprématisme. Monod n'a eu de cesse de s'interroger sur le quotidien et sur notre avenir commun. À cet effet, sa préoccupation majeure est celle de répondre à la question de savoir comment parvenir à l'épanouissement de l'être, parce qu'il se soucie de l'épanouissement de l'être. Et il convoque les savants à cette préoccupation d'y mettre un peu de plus. Alors, la présente recherche, donc cette communication, se donne ces données pour objectif de comprendre en quoi l'approche scientifique de Monod Njana permet-elle une appropriation de l'épistémologie africaine. Parce qu'il ne se soucie pas seulement de l'individu, pas seulement du Camerounais, mais de l'Afrique en général. Alors, lorsqu'il parle de la beauté du savoir, nous nous sommes posé la question de savoir, c'est quoi le savoir selon Monod Njana? Est-ce qu'il est préoccupé par la méthode scientifique ou alors de la dynamique même de la constitution de savoir? Et ensuite, nous nous sommes posé la question de savoir quel est le lien qu'il établit entre l'éthique et l'épistémologie en parlant de l'esquisse d'une épistémétique. Et pour essayer de répondre à ces questions, nous avons deux parties. Donc, la première partie qui voudrait présenter le programme pratico-éthique et la deuxième partie qui voudrait parler de l'impact du potentiel scientifique en Afrique. Mais bien avant, nous allons essayer de dire quelque chose sur la question du savoir. Alors, comment on pourra le constater? Le savoir, pour lui, est central, fondamental. Et il a fait la matrice de son déploiement conceptuel. Il propose donc, je le cite, de se tourner les âmes vers le savoir pour la beauté et pour la vertu. Nécessite donc tout un ethos, toute une dynamique et toute une synergie que nous avons convenu d'appeler épistémétique. Il le dit à la page 63 de son ouvrage Beauté du savoir. Il se soucie de penser les plaies de la société et stimuler les savants à les engager davantage d'inventivité. Et pour cela, il met sur pied un paradigme permettant de contraindre intellectuellement les gouvernants et le peuple de régler son comportement. Parce que pour lui, le comportement du savant doit refléter ce qu'il est ou alors qui il est. En effet, il se soucie de la décadence du savoir et de la montée flamboyante de la facilité des moyens des voies, au moyen des voies obscures et de l'ignorance.
Ça, vous savez qu'il en avait vraiment beaucoup contre tout ce qui intègre les loges. Voilà pourquoi il dit qu'il se soucie de la décadence du savoir et de la montée flamboyante, de la facilité au moyen des voies obscures et des violences. Ainsi, l'épistémétique se veut être un outil de combat pour sauver le savoir. Il veut redorer le blason de la rationalité et de la logique, de par son paradigme, la beauté du savoir, qui vise l'éclosion et l'épanouissement de l'être. Monod pense que la conception et la pratique du développement en Afrique s'opèrent comme une mystique sans éthique. Il le dit à la page 15. Voilà pourquoi il décrit le sous-développement comme caractérisé par le règne des ténèbres et des chaînes de l'ignorance. Tandis qu'il déclare que le développement est comme une évolution qui porte un groupe social de la pauvreté à l'opulence, de l'obscurantisme à la connaissance éclairée. Tout ça, c'est à la page 15. Dans Beauté et vertu du savoir, l'auteur vise à instaurer une éthique spéciale chargée d'évacuer les illusions et les sortilèges qui sont la cause du retard de la société et par conséquent de l'homme. Il se soucie en fait de l'ordre moral régnant. Du coup, l'épistémétique renvoie à une éthique qui s'appuie sur les vertus et la science. En clair, ou du moins pour l'instant, nous devons retenir que la philosophie de Momon Njara se résume à son concept d'épistémétique qui est un programme pratico-éthique. Elle ne se limite pas aux hommes de science uniquement, mais de tous les acteurs sociaux. Il dit à cet effet que l'épistémétique est une mentalité globale, une structure socio-mentale qui, à travers les us et coutumes, à travers les institutions, les pédagogies, les législations et les réglementations, doit développer des cohérences significatives pour une synergie du savoir qu'on pourrait encore appeler épistémie dynamique. Et ici, j'ai convoqué Tchatue, parce que Tchatue a le même sens que lui dans cette synergie. Il parle de transculturalité. Alors, j'ai voulu expliquer ce qu'il entend par transculturalité, parce que la transculturalité, selon Tchatue, est un élément qui stimule chacun à juger sa culture et la mettre en valeur et par ricochet devenir un agent dynamique de normativité. On va demander d'aller un peu plus. Nous tenons à signaler que Monod n'est pas intéressé par l'épistémologie ni par la méthodologie, mais par l'espace qui rend possible l'émergence d'une telle science. Car, dit-il, le savoir est une disposition d'esprit. Le savoir est différent de la connaissance. Le savoir, chez Monod Njara, est une disposition d'esprit et une condition de possibilité générale de la science. Alors, là maintenant, je passe à la pratique de l'éthique. L'épistémétique, concept cher à Monod, renvoie à la pratique du beau, car le savoir est quelque chose de beau. Voilà pourquoi il parle de l'esthétique épistémale, se référant à la beauté du savoir. En effet, le savoir, et notamment le savoir scientifique, est une lumière qui dissipe l'obscurité. C'est une question de sensibilité, car l'homme se sent bien, il se sent mieux, il se sent à l'aise lorsqu'il est dans le registre du savoir. N'est-ce pas? Quand vous dites, vous pensez que vous avez la maîtrise de la connaissance là, et que vous la dispensez, que vous avez le savoir, vous êtes fiers de vous, n'est-ce pas? Voilà. Voilà pourquoi le XVIIIe siècle, qui est l'époque de la raison triomphante, s'appelle siècle des Lumières. Encore que là,
Mono attire l'attention sur le risque de sombrer dans l'idolâtrie de la raison, puisque désormais considérée comme une nouvelle déesse et que l'on érige, à qui l'on érige des cathédrales païennes. Il reconnaît néanmoins que cela est la résultante d'une grande émotion et que cet enthousiasme relève de la joie de connaître. Pythagore a défini la philosophie comme étant l'amour de la sagesse, et le chercheur est lui aussi, comme dit Monon, je cite, amoureux de la raison, soleil qui brise les chaînes de la caverne et dissout dans le savoir certains ombres millénaires des préjugés et de la superstition. Il est sensible à ce nouveau savoir qui lui permet de lier la cause à l'effet et de se déterminer lui-même comme cause de tout et surtout du pouvoir et du droit. Désormais, c'est lui en effet qui choisit son souverain au lieu de subir la péril du droit divin. En tant que rupture radicale, c'est bien cette possibilité du choix qui définit la modernité. Par ces mots, parce que là c'est la citation de Monon Ghana, il invite l'homme des sociétés en développement, c'est-à-dire nous autres d'Afrique, en quête de modernité, à cultiver cette sensibilité à l'égard du savoir. Car, dit-il, tout en cherche à se tourner vers les splendeurs de la vérité. Et qui n'a pas cette sensibilité, qui se complaît dans l'incertitude de la sorcellerie ou le matérialisme grossier de la voie plutocratique, est un être contre nature. Il s'agit là d'inciter les enfants à l'amour du savoir et non de la science, car le savoir permet de gérer positivement la science. Alors, oui. Là, nous passons au potentiel scientifique africain. D'emblée, un constat mérite d'être fait, à savoir que l'Afrique souffre d'une amnésie culturelle et d'une cécité historique, car les peuples africains sont comme des habitués et aliénés. Puisque l'Occident a exercé envers l'Afrique une politique de phagocytage voilée et d'assimilation culturelle. Voilà pourquoi Ndéné Bia pense que, je le cite, la mondialisation apparaît comme une ruse, un ultime tour de force de l'Occident pour achever le continent déjà par terre. Bien plus, il affirme que l'Africain doit se rendre à l'évidence que l'homme se définit par rapport à une communauté de valeurs à laquelle il construit son identité. Il rejoint de ce fait l'approche de Monon Ghana lorsqu'il dit que l'épistémétique s'ouvre à toutes les sciences et à toutes les cultures, d'où l'urgence de la part et la place stratégique d'une culture propre et authentique, capable de s'ouvrir à l'autre. Ceci nécessite une prise de conscience et chercher à reconnaître les défaillances de notre culture ou théorie, dans la mesure où elle ne nous permet pas de distinguer les valeurs des pseudo-valeurs, le contingent du nécessaire. En clair, il est question de chercher à connaître les limites de sa propre raison et de sa culture et s'ouvrir aux autres dans le sens de l'enrichissement mutuel, permettant la construction de nouvelles synthèses ouvertes à tous pour un équilibre dans les sociétés. Je vais chuter en disant que parce que quand on doit partir d'un point à un autre et conclure rapidement, ça devient difficile. En fait, pour Monon Ghana, il est question de créer des représentations spirituelles en lien avec notre réalité et les confronter au modèle mondial à partir de ses propres concepts. Voilà pourquoi il affirme que notre Afrique ne saurait se réaliser que par la méditation absolue de l'autre. Pour sa raison, qu'elle n'aurait aucune consistance propre. Au contraire, tout en affirmant cette consistance,
qu'elle tient de ses lointains ancêtres, les pharaons, créateurs de très brillantes civilisations qui sont à l'origine des sciences et des arts d'aujourd'hui. Elle doit constamment chercher à se raffiner par les rapports étrangers sans restriction. En fait, Monod demande ainsi à l'Afrique d'ouvrir les yeux, de regarder l'Asie pour compléter ses connaissances et son enquête sur le monde afin d'occuper une position aussi centrale sur la planète. En fait, il pense que l'Afrique a le devoir de pivoter dans tous les sens, en toute liberté et en toute flexibilité. Je m'arrête là. Merci, docteur Noah Véronique. Nous avons entretenu sur la philosophie de Molo Ndiana, ou le potentiel scientifique africain. Le temps nous à la gorge, je ne veux pas résumer ce que vous avez dit, mais brièvement, vous avez commencé par dire que parler de la philosophie de Molo Ndiana, c'est très vaste. Très vaste. Et au début, vous avez insisté sur la question du savoir, le rapport qu'il y a entre la beauté et la vertu du savoir, qui est donc une esquisse de ce que Molo Ndiana appelle l'épistémique. Et il invite à un comportement non seulement individuel, mais aussi du groupe, parce qu'il constate qu'il y a une courbe qui penche vers le ségrégationnisme. Alors comment parvenir donc à l'épanouissement des lettres? C'est ça le souci c'est cela le souci de Molo Ndiana. La beauté du savoir, il se pose la question de quel savoir s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de la méthode ou alors de la dynamique? Et vous avez dit que pour Molo Ndiana, le savoir, c'est la disposition de l'esprit. Il invite, n'est-ce pas, de mettre ensemble la théorie avec la pratique, surtout pour les savants, pour ceux qui cherchent, qui sont à la recherche du savoir. Il faut mettre, n'est-ce pas, ensemble. Il faut qu'il y ait une complémentarité entre la théorie, n'est-ce pas, et la pratique. Parce que pour Molo Ndiana, d'après ce que vous avez dit, on a l'impression que nous vivons dans une société mythique sans éthique. Parce que justement les savants, beaucoup de savants oublient leur devoir et entrent dans les loges. Donc ils sont donc entraînés dans une sorte d'obscurantisme qui ne dit pas son nom. Et vous avez chuté en disant que Molo Ndiana invite les Africains à ouvrir les yeux, à savoir pivoter dans tous les sens, en toute liberté, et en prenant l'exemple de l'Asie. Une fois de plus, merci beaucoup, docteur. On peut encore applaudir une fois pour docteur Noah Véronique. Alors, le quatrième intervenant de cet après-midi, c'est le docteur Fouda Benoît Janvier. Il est enseignant ici à l'Institut supérieur de philosophie Saint-Joseph-Bokassa. Il est aussi enseignant à l'Université Yaoundé 1 et il est aussi secrétaire du département de philosophie à l'Université de Yaoundé 1. Et il va nous entretenir sur le thème Hubert Molo Ndiana de la désétisation du savoir à l'urgence épistémique, praxéologie. Ce sont les termes, j'imagine, que Molo Ndiana qui va essayer de déployer l'épistémique, praxéologie. Monsieur docteur Fouda, vous avez la parole. Merci. Pour la première fois, tout le monde. Mon thème porte sur Hubert Molo Ndiana, la désétisation du savoir en urgence d'une épistémique praxéologique. Il va aller vite, puisque la sœur a essayé d'aborder cette question sur notre angle. Introduction.
toute philosophie étant fille de son temps. On peut dire avec le mot Jana que toute philosophie est une autre philosophie. C'est-à-dire une réflexion sur les préoccupations de l'homme dans son époque, son mode de vie, sa culture. La philosophie camerounaise évoquée s'inscrit dans cette vision parcéologique de la philosophie qui appelle le savant philosophe à ne pas s'enfermer dans la solitude de son cabinet ni conduire dans l'abstrait sa méditation et donc à descendre désormais du ciel étoilé des idées platoniciennes pour l'univers trop complexe de nos sociétés actuelles, à l'effet d'examiner froidement cette doctrine qui partage avec ses congénères, confrontés à des problèmes de toute nature. Sortis donc de son poil pour penser les rapports entre le savoir et le politique et le pouvoir. Donc, Mounoudiana parle du constat effarant de la servitude volontaire imposée à l'homme de science par le politique qu'il a exposé à la nécessité, c'est-à-dire aux besoins primaires, et cherche à en comprendre les causes profondes. La réflexion relative humaine et qui a pour théologie de montrer le danger de cet assainissement concentré l'homme de science, dont les conséquences sont épistémicides et donc préjudiciables à l'intelligence du Sud, est un plaidoyer pour l'urgence d'une éthique du savoir perdu qui n'est rien moins que sa vertu essentielle, gage du collage et la transformation d'une société malade. Au sein d'une étude, il est important de préciser le choix méthodologique devant procéder à cette analyse. Après avoir ausculté les causes de la docilité de l'homme de science issu au politique, nous montrerons comment, dans une démarche injonctive, le bien Mounoudiana prescrit une nouvelle éthique du savoir, au savoir du Sud, laquelle lui commande de se déconnecter des demandes du politique, à l'effet de se sauver de l'assainissement auquel la nécessité l'expose au quotidien. Ce sera le grand thème. Puis, constatons que la voie orientale constitue un modèle de réussite de cette électrisation du savoir. Nous convoquerons ce que le philosophe camerounais a probablement appelé une sensibilité épistémale asiatique, qui s'adosse à une astrologisation du savoir de l'homme. Ce sera le grand 2. Le phénomène de la séduction volontaire, ses causes et ses conséquences. La séduction thématisée par le Mounoudiana est une réalité vécue dans nos sociétés du Sud, dont il faut clarifier le contenu et en déterminer les causes et les conséquences. Grand petit thème qui concerne cette séduction volontaire. L'expression est employée à Étienne Labossi, un politique français du XVIe siècle, connu pour un texte philosophique et politique majeur, dont le titre est Le discours de la séduction volontaire, paru de l'entrée de 1547. Que recouvre le concept? Le concept recouvre en effet l'idée d'une aliénation des individus qui ont décidé de se soumettre consensuellement à la volonté ou au caprice d'un seul. Cette idée qui est en soi un paradoxe et qui renvoie à l'essence du pouvoir politique induit une telle essentielle. Celle qui pose que le pouvoir n'existe que par le consentement des gouvernés sur les gouvernants. Et il n'y a de pouvoir que parce qu'on y consent. Le bien Mounoudiana dit à vous, qui a beaucoup observé les rapports entre le savoir et le politique, entre le savoir et le politique, dans la société, est sans doute, cette puissance est sans doute inspirée de cette problématique. Élaborée par Étienne Labossi, pour thématiser à son tour le concept de séduction volontaire. Il s'agit là, pour le philosophe camerounais, d'une intuition simple mais considérable et réellement originale. La séduction du savant est aujourd'hui attestée, avérée sur notre topic. Naguère considérée comme le phare, la lumière devant éclairer et guider la société sur les voies du progrès, le savant s'est volontairement engagé sur un chemin escarpé, parsemé d'écueils, des pièges posés par le politique qui s'est donné pour objectif de le faire trébucher, de le dérouter, de le désorienter, voire de le déployer. Il dispose pourtant d'un outil intellectuel fiable, à savoir son savoir, qui
lui permet de se souvenir, de se mouvoir avec une certaine aisance dans cet univers très complexe et réel. Ce savoir devrait constituer une arme redoutable qui lui confère la liberté et l'aisance d'éviter avec une certaine adresse de tomber dans les travers sociétaux dans lesquels baignent allègrement ses congénères avec qui il partage le même quotidien. La servitude évoquée ne peut être donc qu'un paralogisme pour cet homme de science, qui a pourtant été resté une grande espérance pour les peuples, omnibulés par le désir inextinguible d'assouvir des plaisirs que leur fait miroiter le politique. Pourquoi cette situation paradoxale de servitude volontaire? Dit-il que c'est pas positeur en soi, soit soi-même à se mettre volontairement sur le boisseau par une attitude anti-scientifique, concentrant par ce fait même son aliénation spirituelle. Même on doit en avoir une réponse là. À l'instar des dieux de la Boétie, qui a montré le fondement de ce phénomène, le philosophe camerounais estime que la servitude volontaire invoquée du savant africain repose essentiellement sur son consentement, c'est-à-dire sa docilité pour servir du pouvoir. La racine de ce phénomène, pourrait-on dire, c'est l'habitude de servir et d'obéir, l'habitude d'être dominé et de se soumettre, une habitude qui s'enracine jusque dans ses plus intimes pratiques et à laquelle celui-ci n'a eu la force ou l'envie de résister. La force de cette idée qui consacre a priori la relation de domination du politique sur le savant, c'est qu'elle est en réalité applicable à toutes les relations de pouvoir que chacun peut rencontrer dans la vie de tous les jours. Il n'y a jamais de pouvoir que parce qu'on est quelqu'un. Et l'originalité de ce texte défendu par le créateur de l'épistémétique, c'est de mettre l'accent sur la responsabilité du dominé, en l'occurrence ici le savant africain. Si celui-ci se trouve dominé, c'est parce qu'il accepte d'être dominé et se complète dans cette situation. Or, se revoter pour le même moyen ne suffit pas de la part du savant en finir avec le politique, ni même le combattre. Il suffit tout simplement pour celui-ci, du haut de son savoir, de déconsidérer le pouvoir en ne le suivant plus régulièrement, en ne le suivant plus par sa facilité, l'obéissance soumise, que le pouvoir, pourvoyeur de fortune, accablé de découragement, n'y a alors plus rien qui se précède. Petit B. L'étiologie de la servitude volontaire chez Monica. Bien que le concept de servitude volontaire n'exonère pas l'homme de science de sa part de responsabilité dans ce domaine épistémiciste, il n'en demeure pas moins vrai que la structure environnante donnant lieu à ce qui dérive des pieds de beaucoup. Très bien pour le but du philosophe camerounais, la voie de Pandore, responsable du meurtre des péchés africains. Même Mourou pense en effet que c'est cette structure environnante qui favorise l'asservissement du savant. Elle agit comme cette organisation sociale sur la masse, qui laisse aux prolétaires une illusion de liberté. C'est dire que c'est le milieu dans lequel se meurent les gens africains qui ne lui donne guère la possibilité de jouer son rôle de phare prolétaire dans la société. Les chaînes de primaires qui la situent conduisent celui-ci à faire tapisserie et donc à raser les murs dans un milieu où il est censé être au cœur de l'activité informatique du budget de l'étude. L'asservissement du savant ou de l'homme de science se traduit également par ce que le monde a appelé l'héritage politique, qui consiste pour le savant à se faire élite par le politique à la faveur d'une nomination en poste stratégique. La thèse de psychiatrie de France Talon, pourtant, aucun engage sa critique d'aliénation transposable sur le savant pourtant à l'heure de son sens. C'est en fait le regard porté par l'autre, donc pour le but du penser nord-africain par l'étranger en nous-mêmes. Ou par rapport au cas de la terre, on pourrait dire que c'est le regard condescendant de politique sur le savant qui fait celui-ci un être transformé, désintégré. Désormais, adjectif politique par ce lien viscéral et incestueux, auprès duquel la difficulté est émise pour bénéficier des effets du savoir. Le politique victime du syndrome de Dupuis lui donne la parole, non pas plus la science, mais plutôt le fait politique.
Faisant ainsi perdre au savoir, sa vertu cardinale et son autonomie dans toute détermination. Il s'ensuit que le philosophe camerounais que le savoir qui au départ était déjà fort porté aux ailes par l'institut de l'avenir, s'envole vers les signes du destin sans être appelé, en faisant son entrée fracassante dans l'aspect agissant des délices du monde empirique et matérialiste. Trouvant ainsi son statut de science qui part par soi-même, par celui d'un politique, soumis aux exigences de la réelle politique et ses citoyens. L'Académie n'est plus alors pour lui qu'un tremplin pour son atterrissage brillant dans le monde des délices juiceuses, des délices de tapis, c'est le cœur. Mettant volontairement son flambeau sous le boisseau, le savant désertait les amphithéâtres et les laboratoires, fréquentent plutôt assidûment le politique dans l'arène pour un occupement conséquent. Dans cet univers où tissus ses qualifications s'entrechoquent dans un défaitisme sans cesse renouvelé. Tout comme Hegel, qui, dans sa dialectique, fait observer que le bourreau ne veut pas la mort de sa victime, mais sa captivité, afin de lire en son regard effrayé et soumis à la connaissance de sa propre supériorité. Le politique ne cherche guère la mort du savant, mais plutôt à la connaissance de sa subalternisation face à sa suprématie exprimée dans la politique qui lui inflige. On n'est donc pas étonné que le savant recherche dans une sorte de supplice de sanctuaire sa reconnaissance auprès du politique qui doit le faire exister socialement, en l'évoluant dans le cercle parmi les élites, des élus, des coquets, une tâche de pénélope répandue. Le pouvoir pourvoyeur de fortune, dans sa logique de désertisation systématique du savoir, fait parfois payer l'addition d'un handicap d'entourement déraisonnable et savant, poussant celui-ci à des comportements à la lisière de la rationnel. Par exemple, désormais sur les pleins désolés de la politique, le savant soit se fait réduire à un faire-valoir pour avoir succombé aux propositions de l'efficience du prince, soit alors en s'ingéniant à escalader la roche carpélienne pour s'élisser sur le toit du Capitole. Il s'est fait opter par une technique de chantage malsain fort à la mode, s'étant autorisé à décrire par la caricature la situation de ce pays, description nuisible à leur gouvernement, donc il finit par obtenir la position dans le cercle fermé des régisseurs, aliénant voir eux-mêmes sans volonté sa liberté. On observe alors que le sage qui ne devrait pas courir après la fortune, comme le seigneur Paul Rousseau, mais qui reste très sensible à la gloriole, comme l'appellement dans le but, pour s'être approprié à leur politique et avoir marchandé sa vertu, en portant par là la famille d'or de la frivolité. Cette technique d'asservissement du savant qui plonge ses racines dans la Grèce antique, où la pratique de l'épistémicide avait vraiment cours, en faisant disparaître dans la culture occidentale pour faire place à celle de l'utilisation du savoir et donc de sa valorisation. Ici, le pouvoir et le savoir collaborent pour l'épanouissement de la société, au fond de politique, si non pas le droit du savant, mais plutôt un despote éclairé, c'est-à-dire un dirigeant qui prend celui-ci comme un auxiliaire, un adjuvant, un conseiller du prince, et donc un phare, qui est guidé dans la gestion de la paix publique au quotidien, et non un laveur de l'ordre, encore moins un faire-valoir. Les exemples en la matière sont légion. L'un des cas, le son français en est un, lui qui s'est fait constituer consultant de la princesse Elisabeth sans être porté. Cette pratique enclenchée par les Lumières encore aujourd'hui dans les sociétés occidentales. Le savant est aussi un véritable expert en communication pour le développement du bien-être de la société. Il n'est pas un moyen de l'instrument, un ustensile, un expédient dont se sert le politique en règlement de sa bise pour ses intérêts particuliers, mais plutôt une fin en soi qui donne un sens à la vertu du savoir. Petit 3. Les conséquences de la séduction volontaire du savant chez Hubert Monodjana. Pour Hubert Monodjana, la sélection du savoir politique est telle qu'il n'a plus de temps pour la recherche. Il s'en éloigne remarquablement, consacrant son esprit non plus aux exigences scientifiques, mais à celle de la politique. Le savant ne disposant plus de temps pour la recherche,
Le savoir disparaît des préoccupations de la société au profit de celles des banquiers, des sociétés modernes, des discours creux, ayant pour finalité la distraction, les loisirs, conflits à l'esprit. En principe, la gestion de la temporalité diatique des deux sphères, quant à la symétrie, ne devrait subir aucune incompatibilité, compte tenu du rôle que chacun des acteurs est appelé à jouer dans la société. Notamment, en effet, ne devrait pas faire une immersion sporadique dans la caverne pour un état de lieu diagnostic et retourner auprès du politique, lui rendre compte des problèmes que c'est recensé dans cette univers caverneux, afin que celui-ci apporte des solutions réalisatrices, sans pourtant que dans le statut de politique professionnelle. On est le même politique qui, dans le pays des avis de savants, je retrouve la caverne sociétale, devrait utiliser avant les sciences et connaissances scientifiques pour résoudre les problèmes dans le pays dans la caverne. Ça, l'exercice, c'est dans les sciences scientifiques, beaucoup moins la réalité. Malheureusement, on sait que les faits, nous savons, devant les conditions spartiates dans lesquelles la place politique décède la science pour rejoindre les milieux du pouvoir, dans lesquels le bénéfice personnel est assuré. Et nous donc que dans la jeunesse actuelle, la majorité institutionnelle a désactualisé le savoir. L'exode massif du savoir a fait politique pour voyer du bien-être et la survitalisation suffisante sont prédiseurs à la fois au niveau de sciences qui en sont responsables et la nation entière qui subit ce paradoxe insupportable. Pour ne pas compris, parce que nous avons dit à la gauche, sans jouer les Kassam, il y a un moment qu'il y a une lutte pour une énorme philosophie carcérologique, c'est-à-dire centrée sur les préoccupations de l'homme dans une époque où le vide sa culture. Le philosophe camerounais qui a fait de savants philosophes, en a pu s'entraîner dans la culture qui sont amenés, qui conduit dans la sphère sa administration, et donc, à des stades désormais du ciel, du patroniciel, qui l'éveil trop complète de notre société actuelle, à l'effet d'examiner froidement les problèmes de l'usage auxquels sont confrontés ces congénères, a créé une nouvelle science, la science épistémique, chargée d'actualiser le savoir subalternisé par le politique. Le plaidoyer du bien est donc celui de la restauration du savoir longtemps dépuisé de ses vertus essentielles. Laquelle restauration consacre la déconnexion du savoir politique. Déconnexion qui s'impose aujourd'hui comme une pratique attribuée pour l'épanouissement de notre science. Dans les termes. Merci beaucoup, Dieu, pour cet exposé. Vous avez posé la bonne hypothèse en disant que la philosophie du père Monongala est une ethnophilosophie praxéologique. Et vous avez montré que Hubert Monongala essaie de montrer comment le savoir et le pouvoir sont séparés. Il y a une ségrégation volontaire entre le pouvoir et le savoir. Et le danger donc de cette séparation, c'est l'épistémicisme. Donc la mort de l'éthique est la cause de la difficulté donc des hommes de savoir de se sauver du politique, se trouve justement dans le fait qu'ils sont aveuglés par les intérêts du politique. Et vous avez continué en soulevant notre concept aussi cher à Monongala, la servitude volontaire, mais qui n'est pas de lui, qui est d'un homme politique français du XXe siècle, à Boétie, qui parle de l'aliénation volontaire du sujet. Et vous avez continué en disant qu'il y a le pouvoir que parce qu'on y consent. Si le savant consent au pouvoir, alors le politique va avoir le dessus. Et cette servitude, n'est-ce pas, est attestée aujourd'hui. Et c'est même un outil viable pour le politique. Vous avez dit d'autres choses en ce qui concerne donc cette ségrégation entre le savoir et le pouvoir.
comme le temps nous presse, je termine tout simplement en disant que le savant, c'est-à-dire que le savant est entré aussi dans la jouissance des délices de ce monde. Et l'académie ou l'académicien, l'académie est un tremplin pour le savant, pour atterrir sur des titres et des qualifications. Le politique ne cherche pourtant pas la mort du savant, mais le politique cherche la subordination du savant. C'est-à-dire le savant est là comme un despote éclairé, un expert en consultation, donc c'est le politique pour ses intérêts. Et vous avez conclu par l'hypothèse de départ, comme quoi Hubert Bourlandiara milite pour une philosophie ethno-philosophique praxéologique. Merci beaucoup. Encore un applaudissement pour le docteur Pina Bourlandier. Alors, nous avons 30 minutes. Nous allons prendre une seule série de 5 questions. Il faut être prêt, poser clairement vos questions. Présentez-vous et dites à qui votre question s'adresse de manière concrète. Et ne posez pas les questions pour tous les intervenants parce que cela signifie que tous doivent parler. Posez une question à un intervenant et la question doit être claire et succincte. Oui, là-bas. Bon. Bonsoir à tous. Je suis étudiant Kéné Sébastien, la 3e année. Alors, merci aux différents intervenants pour leur exposé. Ma question va à l'endroit du père docteur Joseph Atangara Désiré. Ma question est de savoir de mon père, effectivement. La métaphysique appartient-elle à un peuple? La métaphysique appartient-elle à un peuple? Vous avez fait savoir, vous avez enseigné que la métaphysique est la science humaine en tant qu'être. Et elle a pour objet d'étudier les principes et les causes de ce qui existe. Donc, je veux savoir, est-ce que la métaphysique appartient à un peuple? Merci. Merci beaucoup. Votre question? Oui, au fond là-bas, et puis il y a ici devant. Ma question s'adresse au docteur. Présentez-vous. Oui, je vais me présenter. Au docteur Fouda. Voilà, je suis le frère Olivier Marie de Saint-Jean. Alors, permettez-moi, mon père, j'aimerais savoir, en ce qui concerne les rapports existentiels entre politique et puis savant. Sur le plan épistémique, nous connaissons tous ensemble que l'homme, l'être humain, de par sa définition, est appelé au savoir, est appelé à apprendre, est appelé à connaître. Voilà. J'aimerais savoir, quand on situe le savoir comme étant un subordonné au politique, à l'homme politique, n'est-ce pas la réduire la qualité ou bien le caractère primordial du savoir ou bien de l'homme même qui est savant? Donc j'aimerais savoir, est-ce que le fait de subordonner le savant à l'homme politique ou bien au politique, n'est-ce pas là un danger de réduire le caractère qualitatif du savoir? Merci. Merci beaucoup. Ici devant. Ensuite. Bonjour à tous et bon après-midi. Je suis docteur Amam Abdel. Je voudrais poser une question, avant cette question, une petite remarque. Ici, qu'on se trouve ça, Hubert Bourlandiara, et il y a à sa philosophie Djoudjé. C'est en 1985 qu'il a écrit son premier ouvrage sur la philosophie Djoudjé. Et en 1988, il publie son ouvrage samedi, donc avant 1989, c'est le docteur Hubert. C'est en 1989 qu'il publie son ouvrage samedi, que professeur Hubert Bourlandiara a fait sa thèse en 1985. Dans cette thèse, il y avait un petit professeur
pulsion noire. Je l'ai parce que c'est mon dada, c'est mon nom. Donc, ma question, donc, va toujours à l'endroit, c'était une remarque. Elle va à l'endroit du père Valère, que j'aime bien. Donc, il a exposé sur le professeur Hubert Monojana. Je le remarque très bien, je l'ai connu pour la deuxième fois. Il serait un peu long, mais je ne vais pas faire un débat sur mon lot parce que j'ai mon exposé demain. Je voudrais savoir, mon père, lorsque vous dites que Hubert Monojana parle de la politique du jardin, vous êtes passé en survol, petit du jardin, en partant des classiques au jardin, des piqûres. Qu'est-ce qu'on entend par petit jardin? Première question. La seconde question, c'est que c'est votre culturel. Est-ce que Monojana est un existentialiste athée ou chrétien? Je vous remercie. Merci. Autre question? Voilà, il y a une dame. Et enfin, ce sera la pause. Bonsoir. Moi, c'est Madame Edouba. Ma question s'adresse au docteur Fouda. J'aimerais savoir, en contexte africain, est-ce que l'épistémétique permettrait de résoudre réellement les problèmes politiques, tout en sachant que c'est le philosophe qui est le mieux habilité à gérer la cité? Merci. Dernière question. Merci beaucoup d'avance pour l'exposé. Je suis Christéry Moukoun de la 3e année de philosophie. Je voulais justement poser ma question au docteur Valère. Et en parlant de l'esthétique et de l'éthique, par là, je voulais prendre un exemple. Permettez-moi, je prends l'exemple de l'Est de la République démocratique du Congo. En fait, cette région, sans doute, en proie de conflits armés, occasionnant ici les morts sans lendemain. Je voulais savoir comment faire pour que ces deux concepts soient applicables et bénéfiques dans toutes en fait, les couches de la société. Merci. Voilà. Nous avons donc 6 questions, je crois. Et je passe la parole à Dr. Atangana. Oui, je remercie d'abord mon étudiant Sébastien qui m'a posé la question de savoir si la métaphysique appartient à un peuple. Je dirais tout simplement que la métaphysique n'appartient pas à un peuple. Tout homme doué de raison peut faire de la métaphysique, mais on peut faire la métaphysique en utilisant les concepts d'un peuple. En même temps, je voulais souligner que dans mon exposé, je voulais tout simplement faire comprendre que la métaphysique est née en Afrique. Cela ne veut pas dire que les Africains sont les seuls qui peuvent faire de la métaphysique. Non, tout peuple peut faire la métaphysique. Merci. Merci, Dr. Fouda. À la question de savoir si la subalternisation du savoir politique n'est pas un danger. Bien sûr que c'est un grand danger de souligner qu'il y a un moment là. C'est ma part. C'est parce que justement, on a constaté de manière différente cette volonté du savant assez rapproché du politique à l'effet des juifs, des bienfaits
de la politique, à savoir le pouvoir et les richesses, que celui-ci fait charrier. Le constat qu'il fait est que dans la société africaine, d'une manière particulière, les intellectuels ont voulu eux-mêmes s'approprier, c'est-à-dire avoir des rapports incestueux avec le politique, parce que ceux-ci se sont rendus compte que les conditions de vie dans lesquelles le politique les a mis dans la société les contraignent à se rapprocher de celui-ci, c'est-à-dire à négocier avec lui, pour aussi jouir pour le politique des bienfaits ou alors des effets du pouvoir. Bon, nous avons le constat pour le déplorer. Il se dit donc que, en fait, si aujourd'hui, l'intellectuel africain, le salon africain est cauchemardisé, c'est méprisé, c'est de son fait, parce que justement, c'est lui qui l'aura voulu. Au lieu de jouer le rôle de phare dans la société, rôle qui lui est assigné, il préfère lui-même volontairement mettre son pas sur le boisseau, en refusant de penser, en refusant de faire des recherches, pour se mettre à le politique, pour avoir des rapports incestueux à le politique et jouir de ce que nous avons appelé des délices de capot, à savoir les plaisirs matériels que donne le pouvoir politique. Alors, le savoir est en danger, puisque le savoir ayant été mis sur le boisseau, il ne joue plus son rôle de part. Il a été désontologisé, il a été désubstantialisé, il a été vidé de son contenu, il a été vidé de ses vertus essentielles. Sa vertu cardinale qui a un pouvoir politique, à savoir celui qui transforme la société. L'intellectuel africain a donc choisi d'avoir la facilité, celle de la jouissance, en lieu et place de la voie du travail, que lui exige le savoir. Conséquence, c'est que les pays africains dans lesquels nous trouvons pâtissent de ce mal. Je n'ai pas terminé mon exposition parce que je suis parti justement compliquer alors l'urgence d'une science épistémique, ce qui a pour vocation de retourner au savoir, sa vertu cardinale, son pouvoir, qui est un pouvoir essentiel, lui permettant de transformer la société, c'est-à-dire de transformer le volume des individus. Ce savoir doit avoir un impact positif sur l'individu. Alors, le savoir qui est son porteur, qui est son possesseur, ça me est parti. Il préfère plutôt prendre le chemin de la facilité, à savoir le chemin de la recherche du pouvoir politique. Entre autres choses, Mohamed Jana a expliqué quand même la raison pour laquelle, alors, l'une des raisons pour lesquelles cette situation est arrivée. Il a fait savoir, si j'avais eu le temps d'expliquer, il a fait savoir clairement que, en fait, l'intellectuel africain a été obligé de se retrouver dans cette situation. J'ai parlé dans mon propos des conditions spatiales, c'est-à-dire quoi? Des conditions de précarité dans lesquelles le politique l'a placé de manière volontaire. Pour que celui-ci soit dévoyé, soit dérouté, et c'est plutôt à le suivre. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, suivant mon regard, on est au Cameroun. L'intellectuel camerounais est justement selon le décrit pour ça puisqu'il a choisi cette voie, la voie de sa opinion politique. Et c'est moi que nous sommes les résultats aujourd'hui. C'est que le savoir a été désontorisé. Le savoir a perdu de sa superbe, de sa valeur essentielle et populaire. La deuxième question, celle de mademoiselle, elle voulait savoir si l'épistémétique peut résoudre les problèmes politiques, c'est ça? Les problèmes politiques en contexte africain, tout en sachant que c'est le philosophe qui est à l'héritage de la cité. Très bien. J'en reviens à ce que le professeur Mondana a dit. Il a défini la science épistémétique comme
comme une sorte de titrisation du savoir. Autrement dit, l'épicénétique a pour vocation de redonner au savoir sa valeur d'antan, sa valeur essentielle. Et l'épicénétique est donc cette arme-là qui aide le savant à avoir des rapports sains avec le politique. Il y a une sorte de dialectique entre le savant et le politique. Et j'ai parlé aussi d'une relation dialectique qui, a priori, ne devrait pas être asymétrique. Aujourd'hui, cette relation est asymétrique dans la mesure où on constate que le savant tend à prendre la place du politique, il veut jouer le politique. Et le politique il est dans son rôle, celui de assujettir, subalterniser le savant. Et ça veut donc que le politique, quand il réussit son pari, c'est lui qui détermine le savant de sa mission principale, celle d'éclairer la société. Et vous avez là, aujourd'hui, malheureusement, surtout au Cameroun. Docteur Valère, vous avez deux questions. Vous pouvez répondre de manière brève. Au sujet de la date, par exemple, de la date, bon, je l'avoue, comme cela, on peut se tromper, parce que, par exemple, pour préparer cet exposé, on travaille, j'ai essayé de travailler nuit et jour, et aller vraiment, ça a été une véritable course de vitesse. Ce n'est pas une raison d'excuse. On peut se tromper, mais c'est une question pour ce qui est du passage du professeur dans ce pays-là. Oui, ça fait beaucoup de discussions. Aujourd'hui, lorsque j'écoute, je suis nos aînés, les professeurs là, c'est une grande discussion. Bon, pour ce qui est la date, je crois qu'on pourrait s'entendre finalement. On pourrait s'entendre. Bon, mais le professeur, puisque vous insistez sur la politique du jardin, c'est ça? Vous avez vu? Qu'est-ce que c'est de la question? C'est quoi la politique du jardin? La politique du jardinier, vous voyez? C'est ça, non? Oui, j'essaie de faire un rapprochement. Vous voyez, le professeur, dans sa démarche, dans ses recherches, dans ses travaux, il souhaite une vie communautaire affective, mais que cela tarde d'arriver. Et il parle donc de déviance. Et il cite, entre autres, un peu plus loin, parce que c'est son souhait d'arriver à une société vraiment communautaire fraternelle, quoi. Mais malheureusement, cela tarde d'arriver. Et un peu plus loin, il parle d'agrégat des déviances. Et il souligne là-dedans le macartisme, la mentalité digestive, et à la fin, l'esprit du jardinier. Donc, tout cela, le professeur, c'est des souhaits pour lui. Ça a été des souhaits, mais cela n'a pas été ce que l'homme philosophe avait voulu. Je crois que si aujourd'hui le professeur a laissé tant de titres, pour lui, c'est qu'il y avait toujours, à chaque fois dans un titre, des messages qu'il voulait faire. J'ai cité quelques titres dans quelques ouvrages ici. Il en a laissé une plurielle. Et dans chaque ouvrage, dans chacun de ces ouvrages, il y avait toujours un message. Donc, l'esprit du jardinier, on a dit du professeur, c'était un laboratoire des concepts philosophiques. Alors qu'il était sur celui-ci, il était déjà sur un autre. C'est ça qui a fait vraiment la grande diversité chez le professeur. Peut-être qu'on pourrait y revenir. C'est des souhaits qu'il avait voulu, il avait émis, malheureusement, cela n'était pas arrivé. N'a pas été conclu, ça n'a pas connu d'aboutissement. Et quand quelqu'un tient à
un langage sérieux, ce n'est pas tout le monde qui l'écoute de cette occasion. Donc, pour ce qui est, vous avez posé la question, est-il athée, je crois, ou chrétien? Vous voulez savoir? Je ne veux pas dire que c'était difficile. S'il était athée ou chrétien. Donc, même si le professeur n'a pas scandé haut et fort sa chrétienté, son esprit, je peux dire qu'il était chrétien. Voyez, excusez-moi de le dire comme cela, peut-être de qualifier les petits philosophes. C'est eux qui mènent aujourd'hui une querelle inutile sur l'existence de Dieu. J'avais connu quelqu'un, le grand homme, que vous avez aussi connu, c'est comme moi, à Yaoundé 1, Mangabihina Antoine. Mangabihina Antoine, chaque fois que Mangabihina Antoine, c'était un grand ami à moi, il me dit qu'il ne croit pas. Avec sa petite voix, le professeur Mono était chrétien. Il était chrétien. Je crois que s'il ne l'était pas, la maison ne lui aurait pas accordé une si grande importance. Il était chrétien. Merci beaucoup. C'est ça qui a donné. Une autre question. Oui, la question du jeune. Alors, il faut savoir s'il y a applicabilité. Applicabilité sur les concepts esthétiques et éthiques. Je crois que, oui, il faut poser la question, peut-être pour la poser comme cela, mais voyez, pourquoi est-ce que ces deux concepts-là vont-ils ensemble? Il y avait toute unité d'enseignement cette année, esthétique et éthique. Et c'est moi qui ai dispensé ce cours. Je crois que la réponse est là. Les deux vont de pair. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants de cet après-midi. On peut donc retenir trois concepts pour cet après-midi d'épistémique. C'est ce rapport entre l'éthique et le politique, la praxéologie, la pratique et la métaphysique qui est née en Égypte antique. Et je pense que nous allons sortir de cette salle en nous disant que nous sommes tous des savants, et comme savants, comme disait Edmond Husserl, nous sommes des fonctionnaires de l'humanité. Et donc, fonctionnaires de l'humanité, c'est-à-dire qui ne se laissent donc pas écraser ou dominer par le politique. Merci beaucoup. Je passe la parole au président du conseil scientifique pour donner le programme de demain. L'appétit venant en mangeant, vous voyez que c'est très intéressant, surtout vers la fin. Donc, on s'est inscrit véritablement, je peux paraphraser très rapidement les propos du président du conseil scientifique qui déclarait d'entrée de jeu qu'il y a des voix qui ne s'éteignent jamais et que l'Institut nous a invités à penser avec le professeur, penser avec lui et contre lui. Et c'était un appel à la pensée pour une meilleure connaissance